Est-ce que vous avez déjà vu cette photo? Alors, cette photo a été prise en 2003 et elle nous présente la villa, enfin plutôt le domaine de l'actrice et chanteuse Barbra Streisand sur les falaises de Malibu. Cette photo ainsi que 12 000 autres photos aériennes de propriété privée ont été prises par l'écologiste Ken Adelman. Et son but était d'étudier l'érosion du littoral et aussi de documenter les violations des lois sur la construction. En bref, rien à voir de spécial avec elle. Donc ce Ken Adelman prend ces photos et les diffuse sur le site pictopia.com. Et là, c'est le drame. Et oui, parce que la publication de cette photo n'a pas du tout plu à Barbra Streisand et elle a fait savoir à Ken Adelman en intentant une action en justice pour violation de la loi californienne anti-paparazzi car Ken ne lui aurait pas demandé la permission. Ce à quoi elle lui demandera de virer la photo du site, le tout en lui réclamant la coquette somme de 3 fois rien, 10 millions de dollars. Voilà, ça fait beaucoup quand même, personne va te prendre au sérieux. Alors bien évidemment, Ken n'a pas répondu à la requête des avocats de Barbra Streisand, et comme ses avocats ont fait face à une sorte de vice de procédure, eh bien la plainte est devenue publique. Donc coup dur pour Barbra, parce que l'affaire concernant cette photo, qui était noyée dans la masse de 12 000 photos et qui n'intéressait genre personne, eh bien a commencé à intéresser tout le monde. Le site de Ken Adelman a enregistré pas moins de 420 000 connexions le mois suivant la plainte de Barbra Streisand, et c'est là que l'effet Streisand est né. Enfin, il est né 2 ans plus tard avec une autre affaire du même type, et c'est le blogueur Mike Masnick qui affirme avoir lancé l'expression. Et donc, en gros, l'effet Streisand, c'est un phénomène qui se concrétise par une surdiffusion d'une information, d'une vidéo, d'une photo qui était à l'origine sujet à censure ou retrait. Mais vous demandez sûrement, pourquoi je vous parle de cet effet aujourd'hui? Eh bien, parce que les 2 histoires dont je vais vous parler aujourd'hui sont toutes les 2 liées à l'effet Streisand. Des histoires qui auraient pu ne jamais voir le jour, mais qui finalement, à cause d'une mauvaise décision, se sont retrouvées à avoir des conséquences inattendues et catastrophiques pour certains des protagonistes. Et vous savez quoi? Ne perdons pas plus de temps, laissez-moi vous présenter le sponsor du jour, et je vous présenterai le premier cas. Je remercie Oli qui sponsorise cette vidéo. Oli, c'est de l'Esti et surtout c'est une boisson énergisante. Dans cette boisson il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de taurine et les arômes et colorants sont naturels. Vous commandez sur le site le pack que vous souhaitez, le recevez dans un packaging estampillé Oli. Vous n'avez plus qu'à prendre le parfum que vous souhaitez, le mettre dans 50 centilitres d'eau, secouer et vous avez une boisson fruitée et hydratante. Et l'avantage avec Oli, c'est que vous pouvez choisir quel type de pack vous souhaitez parmi vos besoins. Si vous souhaitez vous hydrater avec une boisson fruitée, vous avez la gamme Esti, boisson remplie d'antioxydants et de multiples vitamines. Si vous avez besoin de vous réveiller, la gamme Énergie est là pour vous puisque cette boisson utilise la New Caf qui est de la caféine cristallisée qui fait un effet plus long terme et évite un crash post-caféine. Et pour terminer, la gamme Hydration est là pour vous si vous faites du sport. Elle vous permettra de garder la forme grâce aux électrolytes qui vous permettront d'éviter les courbatures. Alors ça fait maintenant presque 1 année que je travaille avec eux et personnellement j'en bois encore tous les jours. D'ailleurs en ce moment je consomme beaucoup la nouvelle gamme qui est le milkshake vanille. Vous avez juste à remplacer de l'eau par du lait et vous avez un vrai milkshake. D'ailleurs perso je rajoute des fruits rouges que je fais mixer. Juste essayez une fois, c'est vraiment excellent. Alors n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description et à utiliser le code GIBSY5 qui vous permettra d'avoir 5 € de réduction sur les packs les faisant passer de 24,99 à 19,99 € et le code GIBSY pour profiter de 10% de réduction à partir de la seconde commande. Merci à toutes celles et ceux qui cliqueront sur le lien. Je peux maintenant vous parler du premier cas. Alors, vous l'avez vu dans le titre et sur la miniature, je vais vous parler de l'une des personnalités de la télévision les plus influentes et les plus riches des années 2000 et 2010, l'animateur Arthur. Alors, Arthur, il a produit et animé énormément d'émissions de radio et de télé, et je pense notamment aux enfants de la télé, Apprendre ou à laisser ou encore Vendredi tout est permis, mais il s'est également produit sur scène avec un one-man show en 2005. D'ailleurs, je pense que tout le monde a oublié ce one-man show. En bref, un homme accompli droit dans ses bottes, et je vous avoue, j'ai pas spécialement envie de vous résumer plus sa carrière parce que c'est pas le propos de ma vidéo. Donc, vous savez quoi? Entrons tout de suite dans le vif du sujet. D'ailleurs, petit disclaimer, comme il m'est impossible de vous passer le moindre extrait d'une de ces émissions sans risquer de me prendre un strike pour droit d'auteur de la part de sa société de production, eh bien je vous présente Jacques-Doris Sauter. Bonjour. C'est lui qui va vous raconter, ou plutôt vous narrer, les extraits que je pourrais vous diffuser tout au long de cette partie. Avec plaisir. Donc le jeudi 26 décembre 2024, Arthur était sur le point de fêter ses 40 ans de carrière sur TF1 à coup de documentaire diffusé en prime time, Arthur, l'enfant de la télé. Ce documentaire avait pour but de retracer l'ensemble de sa carrière, et durant la promotion de ce fameux documentaire, donc un peu avant sa diffusion, eh bien le média féministe L'Effronté a partagé sur ses réseaux une vidéo compilation des moments les plus gênants de l'émission, à prendre ou à laisser. Alors comme je vous le disais, je peux pas vous passer d'extrait de l'émission parce que j'ai pas envie de remettre en lumière les victimes, mais aussi pour d'autres raisons que je développerai un petit peu plus tard. Du coup, c'est Jacques-Doris Sauter qui va vous les narrer. D'ailleurs, j'aimerais juste faire un petit disclaimer en plus. À chaque fois qu'Arthur sera narré par Jacques, eh bien il le fera de la même façon qu'Arthur dans l'émission. Donc si vous pensez qu'il se fout de lui ou qu'il surjoue, eh ben sachez que pas du tout. En gros, Jacques va se rapprocher le plus possible de la réalité. Bref, Jacques, c'est à vous. Au cours d'une soirée diffusée en access prime time sur la télévision française,
Arthur, célèbre animateur de renom, dirigeait un jeu télévisé dont la mécanique consistait à inviter une personne parmi les participants à venir le rejoindre au centre du plateau, lieu emblématique où se déroulaient les interactions majeures de l'émission. En cette occasion précise, Arthur s'adressa à une femme qu'il convia à s'avancer vers lui, sous le regard attentif des spectateurs présents dans le studio ainsi que des téléspectateurs derrière leurs écrans. Ce fut au moment où cette dernière entama son trajet pour se diriger vers le centre de la scène, dans une atmosphère empreinte d'attente et de curiosité, qu'Arthur prononça ces quelques mots. C'est marrant parce que quand on vous voit de là-bas, vous semblez toute menue, et en fait, vous êtes là quoi. Alors qu'une candidate se trouve confrontée à une décision délicate, celle de changer ou non de boîte de jeu, choix crucial dans le déroulement de l'émission, Arthur, l'animateur emblématique, s'avance doucement vers elle. Dans un geste à la fois intime et surprenant, il l'enlace de son bras gauche et tout en inclinant légèrement la tête, il approche son visage de son oreille gauche, colle son nez contre la joue de la jeune femme et lui murmure dans un ton singulier. C'est bizarre, non? Ouais, en fait, il fait plutôt. Ok, d'accord. Visiblement mal à l'aise, ouais, tu m'étonnes, la candidate manifeste clairement son désaccord en lui faisant comprendre qu'un tel comportement, particulièrement dans l'intimité de son oreille, n'est ni souhaité ni toléré, traduisant ainsi un refus explicite, voire une absence totale de consentement à cette initiative. Cependant, loin de se conformer à cette objection, Arthur, fidèle à son excentricité de plateau, va lui répondre. Wow. Un nouveau choix d'une importance capitale se présente à la candidate à qui il a dit ces quelques mots quelques minutes plus tôt. Enfin, on va vos jambes, après que celle-ci se soit levée pour le rejoindre en plateau. À ce moment du jeu, la candidate est plongée dans une réflexion intense, suspendue dans un silence où la tension semble palpable. Tandis qu'elle s'efforce de peser le pour et le contre, cherchant la meilleure décision à prendre dans ce moment déterminant, Arthur la regarde avec une attention teintée de malice et brisant la solennité de l'instant, lui adresse ces quelques mots. « Plus tu me résistes, cher Khan, plus je te dompterai, je ferai un numéro de cirque avec toi. » Juste par contre, faut vraiment que je mime la suite là? Ouais, là faut que tu mimes, absolument, ouais. Genre sûr? Ouais, sûr, vas-y. Vous êtes tellement mon genre de femme. Du centre du plateau, Arthur va s'adresser à la propriétaire d'une des boîtes du jeu. Vous faites quoi dans la vie? La jeune femme va s'empresser de lui répondre, maman au foyer. À ce moment de notre histoire, nous nous disons, quel beau métier, s'occuper de ses enfants. Mais Arthur en avait décidé autrement. Il reprit la parole. Ah très bien, vous glandez quoi. Arthur, fidèle à son personnage, s'adresse à une candidate typée, située à l'autre extrémité du plateau, en déclarant « Ça va ma beauté des îles? J'ai toujours zéro chance avec vous ?» La candidate lui répond avec simplicité « Bah oui ». Une autre candidate placée à ses côtés s'immisce dans la conversation et ajoute « Moi j'ai un gros côté créole ». À cela, Arthur rétorque avec une pointe d'ironie « Ouais. Le boudin. » Arthur, se tenant à proximité immédiate de la candidate du jour, pose son regard sur sa tenue et lui déclare « Elle est très très courte votre robe, hein ?» Tout en effleurant ses jambes, il poursuit « C'est quoi? C'est des portes jartelles ça? Non mais remettez-la correctement, il y a tout de même des enfants qui nous regardent. » Ah, très très courte, hein. Puis dans un geste insistant, il ajuste lui-même la robe de la jeune femme, visiblement extrêmement mal à l'aise. On peut plus rien faire, hein. Putain, quel livre de merde. Et dites-vous que là, ce n'est que la partie la plus immergée de l'iceberg concernant cette émission et le comportement d'Arthur dans cette émission. Et d'ailleurs, laissez-moi vous donner quelques autres citations que j'ai trouvées ici et là qui vont me servir à appuyer la suite du développement de la vidéo. Oh là là, vous êtes tellement jolie. On a vu des photos de vous en maillot de bain. Vous avez fait rêver nos téléspectateurs. J'aime beaucoup votre chemisier et le fait de l'avoir pris une taille en dessous, eh bien je trouve que c'est tout de suite mieux. C'est quoi ce vilain collant de grand-mère que vous avez mis? Vous ne pouviez pas mettre un truc plus sexy? Elle a 22 ans. Je pourrais être son père. Mais aussi son amant. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de vos cheveux? C'est pour détourner l'attention de votre décolleté? Vous avez oublié un bout de tissu? Alors Arthur n'a évidemment pas tardé à réagir à ces extraits diffusés sur la toile, et ce, de différentes façons. La première, il s'est exprimé, comme je vous le disais, durant la promotion du documentaire, en disant notamment ceci. Il fallait faire un petit one-man show quotidien, car l'émission durait 40 minutes, alors que la mécanique du jeu n'en composait que la moitié. On a fait 800 numéros, avec 6 millions de téléspectateurs. Mais c'était une autre époque. J'étais assez proche des candidats. Quand ils pleuraient, hommes comme femmes, je les prenais dans les bras. Aujourd'hui, on ne pourrait plus animer ainsi. Alors, c'était une autre époque. J'étais assez proche des candidats et quand ils pleuraient, hommes comme femmes, je les prenais dans les bras. On va se mettre ça de côté parce qu'en fait, j'en ai pas fini avec ces dires. Mais il faut, avant de continuer, que je vous parle de la seconde façon qu'il a eu de réagir, puisqu'il a tout simplement fait supprimer, via sa boîte de production, toutes les vidéos démontrant qu'il avait eu des comportements déplacés envers des candidates sur le plateau d'Apprendre ou à laisser. Et qu'est-ce qui se passe quand on supprime ou tente de tout supprimer?
eh bien c'est l'effet stressante. Et ce que j'aime vraiment avec ce concept, c'est qu'on sait tout ce qui va arriver, sauf la personne ou encore l'entreprise concernée. Du coup, les vidéos ont été réuploadées en masse sur l'ensemble des réseaux sociaux et d'autres sont apparues, dont deux, les plus importantes d'entre toutes, sur la plateforme Odyssée, et c'est le youtubeur Le Fou Allier qui en est l'auteur. Le 12 janvier dernier, Le Fou Allier a sorti une enquête de plus de 4h30 sur l'émission Apprendre ou à laisser, et ce qu'on peut dire, c'est qu'il a trouvé énormément de comportements compromettants. Alors, il va m'être difficile de vous détailler ces deux vidéos, quoi qu'il arrive, si ça vous intéresse, le lien est en description, mais sachez qu'il a trouvé pas moins de 500 extraits, tous aussi dérangeants les uns que les autres. Et là où c'est encore plus dérangeant, c'est le fait qu'il semble que le comportement d'Arthur avec les femmes soit genre, dans la direction artistique de l'émission. Le truc, c'est que c'était quotidien. C'était pas genre parfois ça allait et parfois il allait trop loin. En fait, non, il allait trop loin dans toutes les émissions d'Apprendre ou à laisser. Par exemple, on a pu voir en direct des moments où il se collait une candidate, où il la touchait, où il la rabaissait ou rabaissait son mari, il les embrassait sans leur consentement, il les caressait, une petite tape ici et là de temps en temps. Il a aussi mimé un étranglement une fois en portant ses mains autour du cou d'une des candidates. Il les portait aussi comme des bébés très souvent sans leur consentement. Et il utilisait aussi la technique du negging. Alors, juste petite parenthèse pour vous expliquer ce qu'est le negging. En gros, c'est tout simplement le fait de faire un compliment qui aura un côté blessant. Petit exemple parlant, j'aime bien cette petite queue de cheval, ça vous donne un petit côté poney. Alors, l'excuse de l'époque, je veux bien l'entendre, mais déjà à l'époque, c'était gênant. Très familier, tout permis. En gros, il était un peu le lourd en soirée. Et si aux yeux des téléspectateurs, c'était gênant, j'ose imaginer les femmes qui ont été victimes de ces comportements à l'époque, qui venaient simplement pour tenter de gagner un peu d'argent, pour espérer s'en sortir un peu mieux dans la vie. Et oui, parce que vous savez pourquoi la plupart de ces femmes ont participé à cette émission? Eh bien, elles le disaient durant leur passage dans l'émission, leur rêve c'était pas de faire un voyage sur une île ou encore de faire du shopping à balle, mais simplement de rembourser des crédits ou encore des dettes. Et là, on était clairement sur un rapport de dominant-dominé. D'ailleurs, c'est assez simple, lui pouvait bouger où il voulait sur le plateau, alors que la candidate, elle, ne devait pas se lever de sa chaise, sauf pour aller changer sa boîte. Et quand Arthur faisait des actions gênantes auprès des femmes, eh bien, on pouvait voir le visage de ces femmes être crispé, comme si elles n'acceptaient pas, mais elles ne disaient rien, parce qu'elles n'avaient pas le choix. Les enjeux étaient trop importants pour elles. Arthur était en position de force de façon systématique, et il en jouait dans toutes ses émissions, et plusieurs fois par émission. Mais alors, pourquoi ça ne ressort qu'aujourd'hui? Pourquoi c'était une autre époque? Et surtout, pourquoi personne n'a réagi à l'époque? Alors, concernant les réactions, on va prendre en compte deux types de personnes. Les acteurs du PAF et les téléspectateurs. Alors, concernant les acteurs du PAF, c'est ma théorie et vous en faites ce que vous voulez, mais pour moi, personne ne disait rien dans les années 2000 parce que c'était Arthur. Pour que vous puissiez vous rendre compte, Arthur était aux années 2000, ce qu'Hanouna est aux années 2020. Et d'ailleurs, c'est Arthur qui a lancé Hanouna. Le gars produisait quasi toutes les plus grosses émissions du PAF, en animait certaines, il était vice-président d'Handebol France, il était giga puissant. Dites-vous qu'il a vendu ses parts en 2007 pour 305 millions d'euros et il aurait une fortune personnelle aujourd'hui estimée à 600 millions d'euros. Alors, il y aura encore beaucoup de choses à dire concernant ces divers business, mais gardez juste en tête qu'à l'image d'Hanouna aujourd'hui, Arthur pouvait quasiment tout se permettre dans les années 2000. Du coup, si t'avais le malheur de l'ouvrir, eh bien, il y a fort à parier qu'on n'entendrait plus parler de toi à la télévision dans les mois à venir. Et pour ce qui est des téléspectateurs, deux points. Le premier point, c'est qu'à l'époque, il n'y avait ni réseaux sociaux, ni rediffusion, ni replay. Donc, une fois qu'un extrait dérangé était diffusé, c'était passé. Mis à part être potentiellement dans le zapping du lendemain sur Canal+, l'émission n'existait déjà plus. Donc si vous vouliez la revoir, il fallait l'enregistrer avec un magnétoscope et ça, juste quasi personne le faisait. Donc en soi, aucune chance de pouvoir vous exprimer au plus grand nombre. Enfin, aucune chance, sauf quand c'est Arthur lui-même qui se faisait le relais des reproches qui lui étaient faits concernant son comportement border avec les candidates. Et oui, parce qu'il y a un passage d'une émission qui répond parfaitement aux deux arguments du « c'était une autre époque et personne ne s'est plaint » et c'est donc le second point, en vrai des téléspectateurs se sont plaints et c'est même Arthur qui a été leur voix. L'autre jour, je lisais un journal, Le Courrier des lecteurs. Cher magazine, je trouve qu'Arthur, il tripote les candidates. Je trouve que cet animateur est un peu trop tactile. Eh ben, je vais vous dire un truc, vous avez raison, continuez à écrire. Et d'ailleurs, cette citation commençait même par « souvent on me dit ». C'est donc, qu'il en avait conscience. Du coup, c'était pas tant une autre époque que ça finalement. Et forcément, entre-temps, avec le développement d'Internet, eh bien, les réseaux sociaux sont arrivés et tout a changé. Là où à l'époque, les extraits dérangeants, c'est lui qui les diffusait dans ses émissions, genre par exemple dans Les Enfants de la télé, eh bien aujourd'hui, n'importe qui peut s'en charger. Il suffit juste d'avoir de la mémoire et de savoir où chercher. Et c'est d'ailleurs ce qu'a fait le média de l'effronté. Du coup, à quelques jours de la diffusion de son documentaire, Arthur s'est retrouvé dans la sauce du fait qu'il était intouchable dans les années 2000. Et c'est durant la promotion du documentaire qu'il va faire les deux erreurs dont nous venons de parler. Tout d'abord, se justifier en prétextant l'époque, puis ensuite censurer. Et d'ailleurs, sa boîte de prod va y aller fort parce qu'ils ont tout de même réussi à virer des tonnes de vidéos à charge. Mais le souci, et c'est ce qui se passe avec l'effet stressant, c'est que plus t'en vires,
plus t'en auras à virer. Et c'est comme ça que le fou allié s'est dit, bah je vais juste mater toutes les émissions et diffuser une vidéo de 4h30 à charge sur une plateforme de partage de vidéos autre que YouTube pour contourner la censure et la boîte de production d'Arthur. Alors pour rappel, il a trouvé 500 extraits jugés problématiques. Et c'est pour ça que je vous disais il y a quelques minutes que pour moi le côté tactile et border d'Arthur dans l'émission, c'était juste la direction artistique de l'émission. Pour Vincent Lagaffe, c'était le fameux bip bip, et pour Arthur, c'était sûrement la liberté d'affection. Voilà. Mais au-delà des extraits dérangeants, ce qui est flagrant dans cette émission, c'est le fait que le souci n'était pas que le comportement de son animateur et producteur, mais aussi la détresse quasi systématique des candidates. On est quasi systématiquement sur des candidates en recherche d'emploi avec des dettes à rembourser qui n'ont d'autre choix que de subir les remarques sexistes, lourdes et beaufs de l'animateur. Vous n'imaginez pas le nombre de candidates dont il a massé les épaules sans leur consentement. Vous n'imaginez pas le nombre de candidates qu'il a portées comme des bébés. Vous n'imaginez pas le nombre de candidates dont il n'a pas demandé le consentement avant de les toucher. Du coup, j'ai décidé de moi aussi participer à cette effet stressante et de vous partager les liens des 2 vidéos complètes du fou allié, non censurées par la maison de production d'Arthur. Quoi qu'il arrive, je vous ai mis les liens en description. Et maintenant, j'aimerais juste conclure en vous donnant 3 informations par rapport à cette histoire. Tout d'abord, il faut savoir que Arthur a porté plainte pour antisémitisme. Ensuite, en deuxième point, j'aimerais juste vous montrer cet extrait. But the most interesting thing is when you see a girl with a bolt through her tongue, and I went, why did you do that? To enhance the sexual stimulation. Et puis elles ont un piercing à la langue. Ça, c'est la grande mode, le piercing à la langue. Il y a des filles qui se sont fait percer la langue dans la salle? N'ayez pas honte, on vous voit pas. Moi, j'ai une copine, je dis, pourquoi tu t'es fait ça? Elle me dit que c'est parce que ça stimule le plaisir sexuel. Ouais, je voulais juste vous mettre ce passage-là parce que je trouve ça fou en fait, le fait qu'il fasse supprimer des dizaines de vidéos pour droit d'auteur et qu'il soit dans une vidéo de copie comique. Et pour terminer cette partie, j'aimerais juste vous donner une petite info que personnellement j'ai trouvé très importante. Les initiales d'Apprendre ou à laisser, ça donne à poil. Yeah. Voilà. Et oui, nous allons maintenant parler de l'un des plus gros effets stressants de ces dernières années sur le net français, le cas Gad Elmaleh, copie comique. Et pour développer toute cette partie et nous permettre d'y voir plus clair, nous avons eu la chance de pouvoir interviewer l'ancien avocat de copie comique, maître Nicolas Rebaud. Je suis avocat depuis plus de 20 ans au barreau de Paris, en matière de propriété intellectuelle, droit d'auteur, audiovisuel, musique, spectacle vivant. Et puis droit des médias, plus général, droit de la presse, diffamation, injure publique, droit à l'image, vie privée. Alors, je vais rapidement resituer le contexte, parce qu'il est possible que la chaîne Copy Comique ne parle pas à tout le monde. On est le 8 octobre 2017 quand une chaîne YouTube du nom de Copy Comique fait son apparition et poste 2 vidéos qui visent l'humoriste Thomas Sisley. Et dans ces 2 vidéos, le ton est tout de suite donné. On nous propose un comparatif entre des sketchs de stand-uppers américains et ceux de Thomas Sisley, et ce qu'on peut assez vite constater, c'est que c'est quand même assez similaire. Que ce soit les vannes, la mise en scène, le ton, en soi, on peut assez vite en déduire que c'est du plagiat. But there is a moment of compassion. Before the lethal injection, they do an alcohol swab, which is so nice. What the fuck are you doing? We don't want you to get that last second infection. Ça va, c'est pas si barbare que ça. Aux États-Unis, par exemple, les mecs qui sont condamnés à la peine de mort, c'est juste avant de leur faire l'injection fatale, c'est juste avant de leur rentrer l'aiguille dans le bras, on leur nettoie l'endroit avec de l'alcool. On sait jamais, ça pourrait s'infecter. Et comment vous dire, c'est pas que ces vidéos ont fait du bruit, non. Ces vidéos ont carrément retourné le monde du stand-up à tout jamais. Et quand je parle du monde, je parle bien entendu du stand-up en France, mais également aux États-Unis ou encore au Canada. Et il y a très vite eu plusieurs camps qui ont commencé à se former. Tout d'abord les incriminés, avec Thomas Sisley, Arthur, Thomas Njijol, Mathieu Madénian, Malik Bentala, Michael Youn, Jamel Debbouze, Rémi Gaillard, dont nous avons déjà parlé sur cette chaîne, et Gad Elmaleh pour ne citer que. Ensuite, il y a les humoristes contents que la vérité sorte enfin, avec notamment le conte de Bouderbala ou encore Kairon. Et pour terminer, ceux qui ont défendu les incriminés comme Sandra Sisley, qui est la femme de Thomas Sisley, Philippe Lelouch, Chouchou et bien d'autres. Et nous, au milieu de tout ça, avec notre popcorn, en train de nous dire, donc en gros, quand j'ai ri à cette vanne de Gad Elmaleh, c'était pas la sienne. Oui, parce que nous, personnes lambda, consommateurs de ces humoristes, on ne connaissait pas ce secret de polichinelle autour des vols de blagues dans le milieu de la scène et du stand-up, mais apparemment, c'était connu et commun dans le milieu. Alors de toute façon, il y avait du côté de Copy Comique un vrai travail d'archéologue à pouvoir retrouver les extraits, les mettre en parallèle, etc. Mais du côté des comiques qui ont été un peu flashés par Copy Comique, il y avait aussi eu d'abord un travail à une époque où il n'y avait pas un accès comme ça à toutes ces ressources et tout. Donc de toute façon, cette époque-là est un peu révolue donc de mise en lumière de Copy Comique. Donc c'est sûr que maintenant, avec
tous les moyens qu'il y a de vérification, maintenant, voilà, tous les artistes américains, on les a sur les plateformes de streaming, etc. Donc, quand même, faudrait être sacrément gonflé ou sacrément courageux pour se dire, tiens, je vais pouvoir repiquer une blague, la transformer, etc. Simplement l'époque qui a fait. Voilà, l'époque a changé, mais aussi, voilà, des mentalités. Voilà, je suppose qu'en effet, Gad Elmaleh pique plus des sketchs à ses premières parties. C'était ce qu'il se disait. Et a priori, déjà, c'était vraiment ce qu'il se disait dans le milieu en disant, répète pas ta première partie devant lui, t'auras un de tes sketchs qui va être piqué, pas. D'ailleurs, écoutez aussi ce qu'en disait le comte de Boudarbala à l'époque dans un documentaire consacré à Copy Comique. Vous avez vu, vous, des humoristes en herbe, poussés à renforcer leur spectacle avec des vannes qui n'étaient pas à eux? Bah, forcément, parce que quand un comique commence, il débute, peut-être on va lui glisser une vanne ou deux, lui dire voilà, tu devrais dire ci, tu devrais dire ça. Après, l'artiste qui débute, il est en galère et il essaie d'avoir des rires, donc il va écouter sans savoir d'où vient la blague. Et c'est là où après il est mis en porte-à-faux. Et puis après, il se retrouve à leur dépens que ce sont des blagues qui ont été traduites. Et bon, comme ça fonctionne, les mecs se disent bah, ça fonctionne, je tiens un filon, je vais continuer. Donc ils continuent et ils font des carrières, ils tournent des films et les gens sont contents. Voilà, en gros ce qu'il faut bien comprendre c'est que Copy Comique a mis un énorme coup de pied dans la fourmilière de l'humour en France et ça n'a pas forcément plu aux comiques mis en porte-à-faux. Et oui, parce que plusieurs ont réagi à ces accusations, je pense par exemple au message posté par Sandra Sisley, la fan de Thomas Sisley sur ses réseaux qui accuse ouvertement les humoristes Kairon et Baptiste Le Caplin en apportant absolument aucune preuve. Et d'ailleurs j'ai eu la preuve irréfutable qu'aucun d'entre eux n'est finalement Copy Comique. Parce que ce soit Baptiste Le Caplin ou encore Kairon, eh bien ils ont tous les deux été condamnés par Maître Nicolas Rebaud, ce qui fait qu'ils n'auraient jamais pu les représenter en tant qu'avocat. Alors dans les réactions négatives, je pense aussi au message posté par Thomas Gijol qui était assez insultant. Pauvre copie caca, franchement tes méthodes de délation sont tellement vieille France. Est-ce un héritage? Ton papy pendant l'occupation avait-il balancé des familles juives sous le nom de copinal? L'inspecteur Thomas se fera un plaisir de mener l'enquête, petit-fils de lâche. Ouais, c'est quand même assez gratuit. Et le seul qui a répondu de façon polie sans chercher à savoir qui se cache derrière la chaîne YouTube de Copy Comique, c'est celui qui a été très vite au centre de toute la médiatisation de cette histoire, Gad Elmaleh. Le plagiat. Alors, s'il y a une personne au monde qui doit s'insurger, se réclamer qu'on a plagié, c'est Jojo. Il a pris ma manière de parler, ma manière de bouger, ma manière de réfléchir, de m'exercer, de me mouvoir. Alors j'entends bien sûr, oui, mais il a pris un mot par-ci, un mot par-là. C'est quoi cette phrase? Elle ressemble pas un peu à cette fin de la phrase. Oh, on marche en moonwalk, 25 ans de carrière à Oulad al-Haram. Les armes. Sauf qu'en off, bah c'était pas la même musique. Il s'est dit, mais pourquoi il m'en veut à ce point-là? Enfin, voilà, il y a d'autres comiques qui sont passés. Thomas Sisley avait pris un peu la rigolade en sortant dès le lendemain une photo d'une carte de visite de traducteur professionnel. Enfin, voilà, il y avait des manières de le faire. Bon, on parle de Gad Elmaleh, mais même, alors ça, ce serait à vérifier, mais il m'a dit, moi, j'ai pas sorti plus de vidéos sur Gad Elmaleh que j'en ai sorti sur d'autres, sauf à un moment donné quand il a vu l'acharnement de Gad Elmaleh, qui était un acharnement à la limite de l'agressivité. C'est-à-dire que Gad Elmaleh avait, entre guillemets, alors, j'ai pas forcément les moyens de le vérifier, mais je sais que Gad Elmaleh avait plus ou moins un homme de main qui était chargé de retrouver véritablement Copy Comique et d'en venir un peu, d'en atteindre physiquement à Copy Comique. Donc, alors pour nous le public, nous avons Gad Elmaleh qui se place en victime, mais dans les faits, il ne souhaite pas se défendre, mais retrouver la personne qui l'a dénoncé et le faire payer. Et effectivement, un peu plus tard, Gad Elmaleh, voyant que certains de ses amis le lâchaient et que le public commençait lui aussi à douter de sa sincérité, eh bien il a commencé à admettre qu'il avait effectivement mené une chasse à l'homme et que finalement, ici et là, peut-être, il se pourrait bien que certaines vannes ne soient pas de lui. Et ma première réaction, ça a été une réaction, je ne sais pas si j'ai eu raison ou j'ai pas eu raison, mais je le dis très sincèrement aujourd'hui, j'ai envie de rien cacher là-dessus. J'ai voulu savoir d'où ça venait. Et si tu es dans la foule et tu prends une gifle dans la rue, si tu es en train de regarder les vitrines de Noël par exemple, et dans la foule tu prends une gifle, paf, personne dira c'est la vie, continue ton chemin, peut-être que cette gifle veut dire quelque chose. Non, non, non. C'est qui le connard qui m'a mis une gifle? C'est la première chose à laquelle tu penses. Et moi, je voulais savoir qui c'était pour comprendre d'où vient la haine. Bon, ok, en soi, il admet bien volontiers, plusieurs mois après les faits, que oui, il a cherché à se venger au détriment d'une défense réfléchie. Mais c'est pas tout. Puis après, quand t'es comme ça, tu te braques. Et t'es plus aussi cool que je suis face à vous aujourd'hui et dire oui, voilà, je me suis inspiré de gars, oui, j'ai chopé ça, ouais, voilà, au moment où le stand-up arrivait, voilà, avec ma génération et les mecs qui étaient là, ben, on s'est inspiré des Américains. Alors peut-être que ce qu'on a été chercher,
C'est un truc de facilité. On s'est inspiré d'une technique de vanne, tu vois. Les Américains disent ça, ils ont une fin un peu comme ça, ils ont des callbacks, ils ont des chutes comme ça, ils ont des punchlines. Ah, ok, on a été à la facilité. Ok, on s'est inspiré de ça. Moi, je me suis inspiré de quelqu'un ensuite qui est devenu un ami, quelqu'un vraiment avec qui j'ai passé du temps, qui est Jerry Seinfeld. Je le dis sans cesse. Je l'ai pris beaucoup plus dans la vie tous les jours que dans son show. Alors, je me suis inspiré de, ok, d'accord, mais 1 minute 20 de show, sur 20 heures ou 30 heures de show que j'ai fait dans ma vie, ça résume pas ma carrière. Alors en soi, c'est quand même assez léger, c'est beaucoup de justifications à base de c'est devenu des amis, ça résume pas ma carrière, mais on entend tout de même que ok, j'ai pris quelques vannes. Alors il y a tout de même un autre passage de cette vidéo que je trouve assez important parce que après avoir parlé avec l'avocat de Copy Comic, ça m'a fait doucement rire. Et ensuite, pardon, mais moi quand je descends je dis je descends parce que c'est souvent dans des caves, dans des comédie clubs, si tu savais le nombre de fois où je vois des jeunes humoristes et que je reconnais des trucs de moi, mais même si c'est pas du mot à mot, je sens une filiation et je dis ok, c'est cool. Moi, je comprends ça. Je suppose qu'en effet, Gad Elmaleh pique plus des sketchs à ses premières parties. C'était ce qu'il se disait. Et a priori, déjà, c'était vraiment ce qu'il se disait dans le milieu en disant répète pas ta première partie devant lui, t'auras un de tes sketchs qui va être piqué, pas. Mais la question qu'on a le droit de se poser, c'est pourquoi un tel revirement? Parce que on est quand même passé de chouchou qui dit aux haineux d'aller se faire cajoler à un Gad Elmaleh plus calme, réfléchi, qui avoue plus ou moins ses torts. Gad Elmaleh, en fait, alors pour le coup, je le sais, a changé de communicant. Donc il a changé d'agence de communication et la deuxième agence qu'il a eue avec laquelle je travaillais parfois, alors pas sur ce dossier-là, mais sur d'autres choses, m'a dit à un moment donné, oui, bon, en fait, il faut juste qu'il dise qu'il a fait une petite bêtise, pas que qu'il sait fortement ce qu'il fait. Et c'est là qu'il a commencé à faire une première interview auprès du Parisien. Donc on doit être à l'été 2019 où il change un peu son fusil d'épaule, de braquet. Juste après l'effet stressant, du coup. Complètement. Il l'a provoqué. Il a provoqué un effet stressant, okay. Évidemment, mais peut-être. Mais là, j'ai envie de dire peut-être en toute conscience, c'est-à-dire qu'il voulait en fait rassembler des troupes auprès de lui. On a vu en effet des gens colporter les rumeurs, etc. Oui. Voilà, mais sauf que bon, il a bien vu qu'il n'y arriverait pas. Enfin, c'était techniquement et matériellement, c'était impossible de remonter jusqu'au Comic. Donc après, il pouvait toujours dire ce qu'il voulait. Donc il s'est dit bon, il va falloir que je le fasse autrement. Donc une nouvelle communication. Voilà. Et je pense qu'à ce moment-là, Copy Comic s'est dit bon voilà, je verrai si j'en sors d'autres. Il me disait à moi j'ai d'autres choses sous le coude quelque part. Je verrai si j'en sors d'autres. Il les a jamais ressorti. Est-ce que ça sortira un jour? On sait pas. Donc, pour résumer, avec sa première agence, il a provoqué un effet stressant, comme rarement on a pu en voir sur YouTube et Internet en général, à tel point que ça soit carrément devenu un cas d'école. Et avec sa nouvelle agence, on est sur de l'apaisement. On avoue ses fautes et on essaye d'aller de l'avant en retrouvant le sourire. Et en soi, c'est quand même dommage qu'il n'ait pas eu cette agence plus tôt avec lui, parce que entre-temps, il est le comique dont on a le plus entendu parler dans cette histoire. Et c'est pas parce que c'était le plus connu, vu qu'il y avait aussi Jamel, Tom Gijol, Malik Bentala. Non, en fait, c'est juste parce que c'est le seul à l'avoir pris de façon tellement personnelle qu'il a associé son nom, et pour des années encore, à celui de Copy Comic. Et j'en suis sûr que si vous allez dans la rue et que vous demandez à 100 personnes à qui vous pensez si je vous dis Copy Comic, 90 à 95% des gens vont répondre Gad Elmaleh. Et ça, c'est pas de la faute de Copy Comic. Non, en fait, c'est uniquement de la faute de Gad et de la façon dont il a répondu à ses vidéos. D'ailleurs, je vous l'ai dit plus tôt, mais il est le seul humoriste à avoir tenté de savoir qui était derrière Copy Comic. Lui, à ce moment-là, il savait déjà, notamment, que Gad Elmaleh avait fait alors, si on peut dire, oui, des requêtes, parce que ce sont des procédures qui sont non contradictoires, c'est-à-dire vous avez personne en face, ouais. Faites une requête devant un juge pour, par rapport à des plateformes, notamment des réseaux sociaux, avoir des identifiants de connexion, etc., pour savoir à un moment donné qui est-ce. Donc il savait qu'il y avait eu ces requêtes-là de la part de Gad Elmaleh, en tout cas de son avocate à l'époque. Et c'est pour ça que voilà, il avait commencé à me dire voilà, je vais peut-être avoir un souci là-dessus. Je crois, alors là, c'est ma mémoire défaille un peu, que Twitter n'avait pas obtempéré parce que Gad Elmaleh avait obtenu en effet les requêtes du juge pour justement demander aux plateformes qui étaient Twitter et Facebook à l'époque de donner les identifiants de correction. Twitter n'avait pas obtempéré parce qu'à l'époque ils étaient assez récalcitrants là-dessus. En revanche, Facebook avait donné des identifiants de connexion qui ne permettait pas de remonter jusqu'à Comic de toute façon. Mais voilà, il savait que l'étau se resserrait de la part de Gad Elmaleh. En gros, il a juste provoqué lui-même la médiatisation de son nom dans cette affaire. Mais vous savez quoi? Je vais quand même vous donner un autre exemple. C'est celui de Malik Bentala. Lui aussi a été épinglé dans plusieurs vidéos de Copy Comic, et beaucoup ont oublié que ça a été le cas. Mais pourquoi? Après, ça m'a blessé, ça m'a fait du mal, et je me suis dit... parfois, il y avait des montages qui étaient un peu...
c'était un peu parfois tiré par les cheveux parce qu'il y avait des sujets. On aborde tous plus ou moins les mêmes sujets, que ce soit le couple, que ce soit les parents. Il peut y avoir des inspirations, il peut y avoir des choses qui sont ressemblantes, il peut y avoir même parfois sur les dates. Alors, j'ai pas voulu vraiment, quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit, je veux pas rentrer. Moi, je crois beaucoup au destin. Ouais. C'est sorti, c'est comme ça. Je vais pas me bagarrer en essayant de me justifier sur c'est pas comme ci, c'est pas comme ça. Moi, ma réponse, elle a été sur scène derrière. Je me suis dit, écoute, remets-toi au boulot. Il y a eu ça. Assume comme un homme et remets-toi au boulot, écris. C'est pour ça que juste après, il y a le truc de copie comique et je m'enferme. Je me dis, écoute, il y a le Marrakech du Rire dans un mois. Ouais. Écris un sketch, reviens fort et parle pas, raconte pas ta vie, raconte pas ta science. Parle sur scène sur ce que tu sais faire. Comme vous pouvez le voir, il a juste fait profil bas et a répondu sur scène en écrivant et en jouant de nouveaux sketchs. Ah, et également, dernier point important dans l'interview qu'a donné Gad Elmaleh au lecteur du Parisien, juste écoutez bien ce qu'il dit parce que c'est très intéressant et pas tout à fait juste. Le plagiat, comment on appelle ça, le préjudice, il est à l'auteur. Hein. Moi, j'ai jamais eu aucun auteur, même les auteurs avec qui j'ai eu des rapports ou de qui je me suis inspiré, c'est des gens avec qui je suis connecté. Moi, j'ai jamais eu de problème avec des auteurs, quoi. Jamais aucun auteur ne s'est plaint. Et puis, on n'est pas dans une jungle. Hein. Il y a des droits d'auteur, il y a la SACEM, il y a la SACD, il y a des dépôts. Tu vois, c'est pas... Alors, on a posé la question des droits d'auteur à maître Nicolas Rebaud, qui, outre le fait qu'il a été l'avocat de Copy Comique, est aussi et surtout un avocat spécialisé dans le droit d'auteur. Et voici sa réponse. Ça ne veut pas dire grand-chose, en fait. Il y a des droits d'auteur, oui, mais on peut les bafouer. Hein. En fait, il y a plusieurs choses. Soit vous faites un dépôt auprès d'une société de gestion collective comme la SACEM, la SACD, pour avoir une preuve d'antériorité, soit vous faites une déclaration. Vous déclarez telle œuvre pour ensuite percevoir des droits collectés par la SACD, la SACEM et toute autre société de gestion collective via l'œuvre que vous déposez. Oui, en France, les sketchs se déposent soit à la SACEM, soit à la SACD, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'ils sont propres et nets de toute bavure et de contrefaçon. Vous pouvez déposer un sketch que vous avez traduit d'un sketch anglais. Si personne ne vient jamais rien revendiquer, ça ne se verra pas. Surtout si c'est déposé à l'étranger, si c'est exploité à l'étranger. Surtout à cette période-là où il n'y avait pas trop de contact de ce point de vue-là et de possibilité de vérification. Voilà, donc en gros, oui, dans les faits, ils sont déposés, mais ça veut pas dire qu'ils n'ont pas été traduits. Encore plus si c'était repompé sur des humoristes américains à une époque où les réseaux sociaux n'existaient pas ou très peu. Donc en gros, si le gars pompé n'est pas au courant, eh bien, il n'y a aucune chance d'être attaqué. D'ailleurs, concernant les droits d'auteur, on a demandé à maître Rebaud le délai de prescription, c'est-à-dire la date limite pour porter plainte, en prenant exemple la musique, et voici sa réponse. Les derniers états de la jurisprudence, qui peuvent être un peu contestés et tout, mais les derniers états de la jurisprudence, c'est que vous avez 5 ans pour agir à partir du moment où sort le matériel contrefaisant. Avant, on vous disait que tant que le matériel contrefaisant existe et est diffusé, vous pouvez attaquer et on remontera sur les droits ou le préjudice 5 ans en arrière votre assignation, votre attaque. Maintenant, c'est plus ça, ce qui pose un petit problème. C'est au moment où l'œuvre contrefaisante, la matière contrefaisante est sortie, vous avez 5 ans pour attaquer. Durant cette période difficile pour Gad Elmaleh, sachez qu'il a également été banni de la liste des invités de la salle de stand-up Bordel Comedy Club au Canada, scène sur laquelle il s'était déjà produit du fait qu'il aurait plagié d'autres humoristes québécois tels que Martin Matt ou encore Patrick Huard. Et vous savez quoi ? Dernier point concernant toute cette histoire. Qui est Copy Comique ? Oui, parce que vous en doutez, on a posé la question à son avocat et sa réponse a été quelque peu surprenante. Moi, je l'ai vu 3 fois, dont une fois à mon cabinet. La première fois, il est arrivé à mon cabinet. Je serais capable de le reconnaître. Ça, je vous dis, je serais capable de le reconnaître. Mais la première fois, il est arrivé à mon cabinet, il m'a fait « Voici ma carte de visite, je vous la montre avec mon prénom, etc. » Bon, voilà. Et il a enlevé le truc. Mais c'était pas... Je ne me souviens plus de la... Alors voilà, je l'appelle Ben. Je vois sa tête. Son prénom, je m'en rappelle pas. Ça, c'est un message à Gad Elmaleh. C'est même son avocat ne sait pas qui il est. À un moment donné, frérot. Ouais. Non, mais voilà, c'est un truc peut-être que je me suis conditionné là-dessus en disant faut surtout pas. Mais même, alors lui, il me disait, ma compagne sait, ma mère ne sait pas. Mais je vous dis, peut-être que mon cerveau s'est dit bon, on va faire cette protection-là. T'as vu la carte, tu t'en rappelles plus. Non, il n'y a rien. Je pourrais le reconnaître, c'est tout. Je pourrais le reconnaître. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est que non seulement on sait maintenant que ça ne peut être ni Baptiste Le Caplin ni Kairon, et de toute façon aucune preuve n'avait été donnée, mais en plus on a appris que même son avocat ne se souvient plus de son nom. Voilà, donc en bref,
ne cherchez plus son identité, hein, elle n'a plus aucun intérêt. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, je vais vous mettre dans les prochains jours l'interview complète que nous avons réalisée de Maître Nicolas Rebaud, hein, sur ma chaîne Fourre-Tout. N'hésitez pas à aller la voir. Voilà, on discute d'autres sujets liés à l'affaire Copy Comic, mais pas que. On parle aussi de musique, de prescription, et il nous donne des conseils pour les humoristes qui débutent dans le métier. Ah, et également, petite parenthèse, même si je pense que vous en doutez, quand on a demandé qui était Copy Comic, c'était à la base pour la blague. Voilà, c'est on lui a pas réellement demandé en mode on veut absolument savoir, quoi. Je préfère faire quand même la petite précision, quoi. Enfin voilà, mesdames et messieurs, j'en ai fini avec cette partie sur Gad Elmaleh et Copy Comic. Et ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est que Gad a su se reconstruire petit à petit, même s'il traîne toujours dans l'ombre cette période de sa vie. Et Copy Comic semble lui avoir définitivement tourné la page. Et pour conclure cette vidéo, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a deux points communs entre ces deux histoires. Le premier point commun, c'est le fait que les deux personnes qui ont perdu les combats médiatiques dont nous avons parlé aujourd'hui, donc Arthur et Gad Elmaleh, sont deux personnalités nées bien avant l'arrivée d'internet au grand public. Et c'est assez dur de suivre une technologie quand vous n'êtes pas né avec. Il y a même fort à parier qu'ils n'avaient même pas connaissance du phénomène stressant avant d'en être victime. Et le second point commun, personnellement, que j'ai noté, et c'est ma propre interprétation, hein, c'est juste que pour moi, l'ego a trop pris le dessus. En fait, ils ont été attaqués, blessés dans leur ego, et ils ont tenté le coup de l'intimidation, sûrement même en allant à l'encontre des conseils de leur entourage ou de professionnels de la communication, parce que ce sont tous les deux des boss, ce sont des patrons, et ils sont sans doute pas habitués à ce qu'on leur rentre dedans. Et pas de bol, hein, ça arrive une fois, et ils n'arrivent pas à y faire face. Ils ont tous les deux fait les mauvais choix et l'ont payé de leur réputation. D'ailleurs, Gad Elmaleh a même avoué dans son interview donnée aux abonnés du Parisien. Il y a de l'ego aussi. Et parce que personne n'a envie, très franchement, non, il faut pas prendre des vannes à personne. Mais t'as ton ego, t'as tout ce truc au départ. Alors, sachez avant de vous laisser que d'ici quelques jours, je vous parlerai d'un cas similaire d'effets stressants sur ma chaîne secondaire. Voilà, parce que c'est un autre level, là, ça parle d'une marque en fait qui s'en est pris à une TikTokeuse. Vraiment, je trouve l'histoire, mais elle est fascinante, vraiment. Donc, n'hésitez pas, je vous mets quoi qu'il arrive tous les liens de mes chaînes YouTube en description. Enfin voilà, mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, hein. Et également, n'hésitez pas à la liker et à laisser un commentaire. Merci encore une fois à Oli, hein, qui sponsorise cette vidéo. Voilà, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description pour bénéficier de 5 € de réduction sur votre première commande et 10% à partir de la seconde commande. Moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, profitez de la vie. C'était Sir Gibbsy.